Euh, Merci pour l'invitation ici. Depuis 2 jours, je me régale. Et je dois dire que c'est un peu présomptueux de prendre la parole parce qu'avec tout ce que j'ai entendu ici et au repas, où je vois que vous avez une énorme expérience, ce serait présomptueux d'arriver en vous disant bah, attendez, je vais vous expliquer ça. C'est, je crois, extrêmement complexe. J'ai bien conscience de n'avoir fait que quelques pas vers l'Amérique ou quelques brasses, que la situation est vraiment extraordinairement complexe. Et ce que je voudrais faire ce soir avec vous, c'est de vous donner les repères que j'ai à l'esprit en ce moment, essayer de faire un bouquet de pas mal de choses qu'on a déjà entendues, mais de les remettre dans une perspective qui pour moi est importante. C'est une question qui avait été posée dans le fond de la salle à un moment donné. Et maintenant, on fait quoi? Donc moi, je suis très attentif à on s'y prend comment. J'ai toujours considéré mon travail de chercheur avec un défi qu'on pourrait me poser. Et maintenant, si c'était à vous de le faire, vous feriez comment? Pour ne pas seulement aligner des théories, mais être soi-même engagé si jamais on demandait de le faire. Donc ce que je vais faire, je vais vous passer une présentation avec pas mal de témoignages, parce que j'ai passé ma vie à aller écouter des gens, donc j'en ai appris quelques vidéos. Et tout ça pour vous poser ce cheminement dans un monde effectivement un tout petit peu complexe et de plus en plus complexe, avec l'idée que bah, l'hôpital n'est pas dehors, et même peut-être dedans, parce que si on est terroriste aujourd'hui, les cibles soft sont les plus intéressantes. On ne va pas attaquer une caserne de chars, ça n'a aucun intérêt. Donc je me mets bien à votre place. On est en situation complexe, comme celle des écoles ou d'autres. Bah, je vous propose d'embarquer pour un petit voyage au pays des crises un peu difficiles. J'ai beaucoup aimé cette image. Au lieu de commencer par un schéma structure, vous dire bah, on est un peu embarqué là-dessus. On, on est aujourd'hui avec des socles liquéfiés, des turbulences qui sont systémiques, réseaux sociaux, et des cristallisations soudaines qu'on n'avait pas prévues, qui étaient imprévisibles. Et c'est dans ces univers très très peu stables, extrêmement volatiles, qu'il faut travailler aujourd'hui. Et j'ai mis pilotage effectivement de crise. C'est déjà un peu compliqué parce que certains vous diraient non mais attendez, pilotage c'est pas la peine, il n'y a qu'à faire de la communication, ça ira bien. Je pense que pour votre fonction, le pilotage est important, mais on pourrait très bien dire qu'aujourd'hui, les crises, c'est que des rapports de force. Lorsque Volkswagen a un problème, ils vont voir Mme Merkel en disant écoutez, vous arrêtez ça, et autrement, vous perdez l'automobile et vous perdez vos élections, donc tranquille. Bon. Mais enfin, vous n'êtes pas trop dans cette catégorie, et donc on va rester sur l'idée ces situations compliquées, il faut savoir les piloter, et là-dedans, ça va faire de la communication. Donc les deux se renvoient. Et la clé aujourd'hui, c'est de se préparer à être surpris et pas de sortir le plan qu'on a, même s'il faut l'avoir, et s'entraîner à être créatif. Parce que ce n'est pas seulement appliquer, ça va être s'entraîner à être capable d'inventer ensemble en situation 2. Donc moi, c'était juste pour vous donner mon expérience, c'est aller voir des gens sur le terrain qui ont été confrontés à des situations compliquées pour leur poser la question, mais qu'est-ce qui était compliqué? Comment vous avez fait? C'était quoi la plus grande surprise? Et vos 2-3 idées géniales, c'était quoi? Et pour en sortir des préconisations pour le pilotage, pour bien comprendre les défis, comprendre les pièges, parce qu'en général, on tombe dedans avant d'avoir compris, avoir des pistes, et puis comment on se forme, comment on se prépare pour ce genre de choses. Et je vais reprendre à peu près cette structure-là pour vous en parler. Alors ça, c'est notre... Enfin, je prends ça. On est en situation de vigilance, et chacun dans la voiture a un secteur particulier, les silos que vous disiez, et donc ça fonctionne bien, quoi. On attend que ça arrive, mais chacun a sa rationalité. Et tout d'un coup, on est avec ça, et donc on se dit, bah, peut-être qu'on pourrait voir quelque chose. Et à ce moment-là, certains vous disent, bon, surtout, n'en prenez pas ça en compte, parce que nous, on a notre plan, et c'est ça qui est important. Je vous rappelle que j'avais été invité à Mardi Gras pour la situation H5N1, et
j'avais dit à un moment donné pendant la réunion, le problème que vous avez, c'est que vous ne parlez que du H5N1, mais on est sur la H1N1. Et quelqu'un s'est levé, mais liquéfié, me dire, mais vous nous cassez tout notre plan. C'est à quoi j'ai répondu, mais attendez, le problème c'est le plan ou c'est le pays? Bon, alors là, j'ai été exclu définitivement. Je vais passer 2 petits extraits vidéo pour nous mettre un peu dans l'ambiance de crise. Okay, people, listen up. On peut voir les I want you sous-titres? all to forget the flight plan. From this moment on, we are improvising a new mission. Non. Oh, come on. Sorry, we'll get somebody to look at that. Gotta get a bulb around here. How do we get our people home? They are here. We turn them around, straight back, direct aboard. No, sir. We get them on a free return trajectory. It's the option with the fewest question marks for safety. I agree with Jerry. Use the moon's gravity, slingshot them around. No, the LEM will not support 3 guys for that amount of time. It barely holds I mean, two. we've got to do a direct abort. We do an about face, we bring the guys right home right now. Get them back soon, absolutely. We don't even know if the Odyssey's engine's even working, and if there's been serious damage to this spacecraft. They blow up and they die. That is not the argument. We're talking about time, not whether or not these guys... Come on, I'm not going to sugarcoat this for you. Okay, hold it. Let's hold it down. Let's hold it down, people. The only engine we've got with enough power for a direct abort is the SPS on the service module. What Lovell has told us, it could have been damaged in an explosion, so let's consider that engine dead. We light that thing up, could blow the whole works. It's just too risky. We're not going to take that chance. In fact, the only thing the command module is good for is re-entry, so that leaves us with the LEM, which means free return trajectory. Once we get the guys around the moon, we'll fire up the LEM engine, make a long burn, pick up some speed, and get them home as quick as we can. Gene, I'm wondering what the Grumman guys think about this. We can't make any guarantees. We designed the LEM to land on the moon. Not fire the engine out there for course correction. Well, unfortunately, we're not landing on the moon, are we? I don't care what anything was designed to do. I care about what it can do. So let's get to work. Let's lay it out, okay? Pour aller vite, vous avez une situation dans laquelle, bon, c'est quand même une question de vie ou de mort et d'échec total de la mission. Et lui, il va dire, l'échec n'est pas une option, que ce que vous connaissez comme répartie. Et à ce moment-là, ça explose. Et c'est lui qui va garder une cohérence de groupe. Mais alors, ce qui est très compliqué, et c'est ce qu'on a à chaque fois dans les crises, c'est le bouton reset. On ne va plus sur la Lune. Et chacun va rester, oui, mais si on y allait quand même un petit peu. Et vous n'arrivez pas à mettre les gens sur le fait, mais attendez, il s'est passé quelque chose, ce n'est plus le cadre habituel, vous allez devoir utiliser quelque chose qui n'était pas prévu pour sauver quand même la mission et sauver les gens qui sont dedans. Et à ce moment-là, des gens disent, attendez, nous, on n'est pas certifiés pour ça. Je n'engage pas ma responsabilité là-dessus. Donc faites ça sans nous. Ce n'est pas conçu pour ça. Et celui qui pilote la crise va dire, je me fiche de savoir si c'est conçu pour ça ou pas. On se tirera de ce mauvais pas. Et voilà comment on va faire ensemble. Mais cette réticence à comprendre, à accepter, à tolérer le fait que l'on soit rentré sur autre chose, c'est un premier obstacle qu'on a dans toutes les crises. Et le mieux, c'est quand vous avez... Ceci n'est pas une crise, n'ouvrons pas la salle de crise. Donc vous avez une salle de crise formidable parce qu'elle va coûter très très cher, mais ça on ne l'ouvre pas parce que ça inquiète tellement de se dire qu'on pourrait peut-être considérer, acter, nommer qu'on est en situation compliquée. La première pathologie de la crise, c'est vous faire de dire non, c'est pas une crise, ça ira, c'est très bien. Je vous donne un deuxième input pour ces situations de crise. Gene, we have a situation brewing with the carbon dioxide. We had a CO2 filter problem on the lunar module. 5 filters on the LEM. Which were meant for 2 guys for a day and a half. So I told the doc... You're already up to 8 on the gauges. Anything over 15 and you get impaired judgment, blackouts, the beginnings of brain asphyxia. What about the scrubbers on the command module? They take square cartridges. The ones on the LEM are round. Tell me this isn't a government operation. It just isn't a contingency we've remotely looked at. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. Okay, people, listen up. People upstairs handed us this one, and we gotta come through. We gotta find a way to make this fit into the hole for this, using nothing but that.
Let's get it organized. Okay, let's build a filter. Better get some coffee going too, someone. Je vous ai passé ça parce que c'est en général le premier choc qu'on a en crise. Or, toutes nos formations en matière de gestion de crise, tous les exposés officiels que vous pouvez rencontrer, on commencera par vous donner la structure nationale française, le plan tel qu'il doit être suivi, on vous donne l'armature, et là-dedans, on vous dira que vous pouvez vous inscrire et faire ce qu'il faut. La première chose qui arrive en crise, c'est que cette structuration générale disparaît, explose. Sauf si on a de la chance, c'est que ce n'est pas une crise, c'est juste une urgence et que ça rentre dedans. Et donc il va falloir recombiner pour réinventer une capacité décisionnelle, organisationnelle et autres, pour redonner sens à une situation qui a échappé au cadrage qui était habituel. Si ça reste dans le cadrage, ce n'est pas de la crise majeure, c'est une urgence et on sait faire. Et comme dit un ami pompier, si on fait un exercice pour savoir si les pompiers savent dérouler leurs tuyaux, ce n'est pas la peine que ce soit vraiment un grand exercice, parce que ça, ils peuvent s'entraîner à la caserne. Les situations, c'est quand ça ne fonctionne pas. Et comme tout le monde le dit, la première difficulté d'un plan en situation de crise, c'est qu'il explose. Bon. Voilà 2 introductions que je voulais vous donner par ces 2 petits films. Attention, reset, on joue à autre chose. Et le deuxième, toute la structuration qu'on avait, il ne faut pas l'oublier, mais ça peut très bien ne plus être la situation qui est à traiter. On est sur autre chose. On va passer un premier temps sur les défis. À quoi on joue? Alors vous savez, on dit toujours « think outside the box ». Et j'en discutais avec mon ami Mike Granat, là, qui a fondé le centre de crise au Cabinet Office à Londres, et il me répond « there is no box anymore ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation? Donc, ce n'est pas seulement la peine d'ouvrir la fenêtre, mais on est sur des terrains qui sont de plus en plus volatiles, complexes, etc. Alors, je reprends un peu ce qu'on a dans la tête. On a beaucoup été formé là-dessus. Il y a l'urgence. Donc, il y a un appel, il y a quelque chose. Et s'il faut faire de la communication, ce sera de l'information, mais quand on aura le temps. De toute façon, on fait ce qu'il y a de mieux. Après, on a eu les crises années 80, 90, de tous côtés, avec beaucoup d'acteurs. Et on a développé toutes ces compétences en gestion de crise, dans lequel vous avez des terrains compliqués, de l'information qui remonte, des liaisons entre une équipe qui se passe et le terrain, une capacité de lien avec l'ensemble des organisations en interne et une capacité de communication. On a beaucoup insisté sur la hiérarchie, un homme, une mission, des moyens, et des organisations, et on a mis en place ce qu'il fallait. Bon, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. Année 2000, on a la même chose, mais un foisonnement d'organismes qui vont travailler autour des crises et de lieux dans lesquels ça va faire de l'organisation, du traitement d'informations, de la communication. Et on va beaucoup parler à ce moment-là de coordination et de communication. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé sur autre chose. Les dynamiques elles-mêmes sont beaucoup plus complexes. On est passé de l'incertitude à l'ignorance. Il y a des couplages globaux. Les sols sont liquéfiés. Et donc, on va recevoir en plus tous les chaînes d'information continue, on en a parlé, avec aussi les réseaux sociaux. Et on se retrouve assez vite avec une page blanche. Qu'est-ce que je fais? Avec qui? Qu'est-ce que je fais ici? Tiens, pourquoi je n'étais pas en vacances? Et pourquoi le plan ne s'applique pas? Pourquoi ils ont fait ça là, quoi? Pourquoi c'est du multi-site? Où est-ce que je mets le PMA, quoi? Oui, mais il ne faut pas de PMA dans ce cas-là. Ah bon, d'accord. Bon. Alors si vous m'enlevez le PMA, qu'est-ce qui me reste? Attends, c'est un autre schéma. Bon. Rupture dans nos conceptions. Donc on avait un événement, maintenant on a un déclencheur systémique. Choc, ça part. On avait un ground zero, et j'y vais, et je fais la zone rouge, la zone orange, la zone verte, etc. Maintenant, peut-être ubiquité. Socle solide sur fusion. Donc ça peut tout d'un coup déclencher pour rien. L'incertitude, l'inconnu. L'incertitude, on adore, hein, parce qu'on va demander à l'expert de travailler un peu à la marge de ses compétences. L'inconnu, c'est les logiques fondamentales qui ont du mal. Dominique Dormont, qui était en charge de la vache folle il y a pas mal d'années, disait vous me demandez le diagnostic, aucun problème, je mets 3 équipes de recherche que je vais créer, d'ici 15 ans, je vous donne la chose. Le décideur, c'est pour tout de suite, là j'ai une interview télé, qu'est-ce que je dis sur l'ESB? Ah, je ne sais pas. Les autorités, c'est des concurrences sévères.
Ça peut être très bien l'étranger qui pilote, ça peut être des médias, ça peut être... On est sur vraiment des univers dans lesquels c'est pas parce qu'on occupe telle fonction dans tel ministère qu'on va avoir automatiquement le pilotage qui arrive sur un plateau. Les concurrences sont extrêmement fortes. La communication, ouais, c'est plus seulement de l'information qu'on donne, c'est de la matière à connexion dans des univers eux-mêmes très volatiles, qui se recombinent. Bon, pour ça, je suis resté à cette idée de matière à connexion, quoi. Et les fondamentaux, on ne sait pas trop. Alors vous allez dire, on va revenir aux fondamentaux. Bah oui, mais bon, la phrase est belle, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi? Là, j'ai repris sur Nice. La gestion était bonne au début, un peu de sidération, mais ils avaient fait un exercice. Et puis la personne dit, oui, mais sauf sur le camion, ça, on n'est pas fait. La question, c'est, dans nos exercices aujourd'hui, comment on travaille la surprise. Et de ce qu'on avait vu avec Caroline Chassac, qui avait organisé un retour sur Nice, moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir Marine Crétely du SAMU qui disait la première info qu'avaient les gens qui étaient en charge, il y a eu 3 accidents de la route. Le temps de comprendre que tout ça, c'est une seule et même chose et qui ne sont pas de l'ordre de l'accident de la route, combien de temps on met pour le comprendre? Et combien de temps on met pour comprendre que hôpital pédiatrique, les gens vont regarder hôpital et pas forcément pédiatrique. Et en plus, ils se trouvent sur la zone. Donc, surprise, dès le départ, on est en situation qui ne correspond pas à la norme. Combien d'enfants vous m'amenez à l'hôpital pédiatrique, quoi. Alors, je vais vous passer 2 interventions, 2 extraits de vidéos. Alors, j'en profite pour dire que la plupart des extraits que je vais donner sont sur mon site. En in extenso, sauf sur certaines dans lesquelles je peux le montrer, mais je n'ai pas pu le mettre sur le site. Marie-Cécile Bartet, donc directeur des secours sur AZF. Vous savez, quand on est dans un service d'urgence où on gère les blessés qui n'arrivent pas un par un, et quand tout d'un coup on se retourne et qu'on a 100, 200 blessés qui arrivent ensemble, tout d'un coup, comme ça. Si on n'est pas prêt, c'est quand même difficile. Là, c'est la vraie surprise. Parce qu'on sent bien qu'il y a une architecture qui est prête pour aller chercher, ramener et mettre dans les tuyaux qu'il faut. Et tout d'un coup, c'est des vagues qui arrivent en dehors des tuyaux prévus, même si les tuyaux prévus s'occupent des personnes les plus gravement touchées. Mais il y a une vague, c'est global, il faut donc imaginer à ce moment-là une organisation qui puisse marcher pour... Et tout à fait. Alors, même nous, on l'avait prévu au niveau des hôpitaux de Toulouse, on avait planifié ça, mais moi je me souviens très bien avoir dit mais de toute façon ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de vous organiser. Vous avez le temps de vous organiser. Nous, on va sur site, on prend en charge les victimes, vous êtes prévenus de suite, donc vous avez 3/4 d'heure, 1 heure pour rappeler du personnel, pour mettre en place ces différentes structures. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que nous, on est effectivement allés sur place. Mais les premières victimes sont arrivées sur l'hôpital bien avant que nous, on soit sur place. Ça a été, pour un des sites d'accueil, ça a été 6 minutes après l'explosion, la première vague. Pour le deuxième, c'était 8 minutes. Qui sont tombés en plus, pour le plus proche, pour l'hôpital le plus proche, sur un hôpital sinistré, qui avait des lésions bâtimentaires, dont il fallait s'assurer qu'il était encore fonctionnel. Alors si j'ai à la fois me demander s'il faut évacuer l'hôpital et comment je reçois une vague de blessés qui n'est pas prévue... C'est exactement la question qui s'est posée. C'est exactement la question qui s'est posée. Et comment on s'en sort? Eh bien, on fait très vite le tour de la situation, enfin les spécialistes, parce que là, c'est pas les médecins, mais les spécialistes des services techniques font très vite le tour de la situation, autorisent ou n'autorisent pas la réintégration dans les bâtiments. Et ça s'est fait sur l'hôpital Rangueil, qui est quand même un très grand hôpital de 2200 lits, ça s'est fait dans le premier quart d'heure. Donc, l'important là, c'est de gagner du temps et parallèlement, les médecins s'organisent sur trier toutes les victimes qui arrivent pour prendre en charge les plus graves d'emblée. Mais là aussi, c'est sur des
des actes réflexes qu'il faut bien connaître avant pour pouvoir les mettre en application immédiatement. Enfin, on n'oublie pas les compétences, mais ce seront des niches à l'intérieur d'un domaine qui, lui, est devenu volatile. Et là, ils ont 4 problèmes. Un, les 200 premiers blessés sont dans l'hôpital, ils ont reçu des vitres. Donc, il y a déjà urgence dans l'hôpital. Deuxièmement, ils reçoivent ces vagues. Troisièmement, il y a un nuage orangé et la consigne, c'est clair, c'est fermer les vitres et les entrées d'air. Il n'y a plus aucune vitre et il n'y a que des entrées d'air. Et quatrièmement, on n'est pas sûr que le bâtiment tienne. Maintenant, on se débrouille. Et il faut que des médecins urgentistes discutent avec des architectes. On n'est pas trop habitué à ce genre de choses. Et on est projeté dans ce terrain. Et ce que je dis comme chose à avoir en tête, c'est que c'est pas qu'on est à la fin de ce qu'on doit faire, c'est qu'on est au début. C'est-à-dire que ça va commencer par ça. Et il ne faut pas être tétanisé par le fait qu'on est sur page blanche. Ça va toujours être comme ça dans les grandes crises majeures. On a effacé les structures d'action, les structures de repérage qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on lâche. C'est justement là qu'on est vraiment mobilisé. Tout en gardant des compétences professionnelles, elle ne l'oublie pas. Mais c'est la structuration générale qui est importante. Je vous donne la vue du sapeur-pompier qui était commandant des opérations de secours et qui a l'honnêteté de dire quelque chose qu'on entend assez rarement. Donc, colonel Pizzocaro. Alors ça, c'était la paralysie professionnelle. La paralysie mentale. Paralysie mentale puisque je me suis retrouvé projeté dans un univers inconnu et chaotique. Et là, vous avez vu mon réflexe physique, mais qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Que fais-je, dans le fond? Puisque plus de contact, solitude absolue, plus de contact avec le préfet, plus de contact avec sa propre structure, plus de contact avec tous les officiers, les cadres de quelques structures de ceux-là qui sont sur le terrain. Et là, un moment d'interrogation, voire de panique. De dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes bien obligé de réaliser dans un premier temps. La première idée qui vous arrive, c'est « je ne sais pas ». Et pourtant, il faut faire quelque chose. Et vous verrez, si vous allez sur le site, il y a 1 heure d'interview, il va être absolument prodigieux, il va mélanger des logiques complètement chaotiques, en laissant des gens aller sur le terrain alors qu'ils n'ont pas de mission, et des logiques beaucoup plus organisationnelles pour venir en appui. Et il va marier les deux. Bon, c'est un très très haut sport, mais il va être capable de le faire. Alors pourquoi c'est difficile pour nous? Ça, c'est notre culture classique, quoi. En fonction de l'école que vous avez faite, vous savez où vous serez à la pré-retraite. C'est super beau, c'est magnifique, quoi. C'est stable, cloisonné, connu, normé, quoi. Avec ça, vous avez des plans. Alors si c'est le premier étage, etc. Vous savez dans quelle aile vous serez en fonction de votre grande sortie, etc., etc. Et aujourd'hui, on est plutôt là-dessus. C'est-à-dire que j'ai repris ça. Une peinture de la Tate moderne, et ce qui est extraordinaire, c'est que la peintre, elle a marqué Emergency Room, donc ce qui ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on a d'un centre d'urgence. Et là-dedans, ils vont avoir des groupes de population hétérogènes, des centres de décision, et qui sont tous dans... mais on ne comprend rien, il n'y a rien qui s'applique, pourtant on est payer suffisamment de plans, et puis point d'interrogation au milieu. Ben, on va attendre. C'est Irma, cyclone, niveau 5. Bon, on a un plan pour le niveau 3, donc on va prendre le niveau 3. Ben oui, mais niveau 5, c'est tout à fait autre chose. C'est page blanche, on ne sait pas ce que c'est. Et après, on est attaqué parce qu'on n'a pas fait d'anticipation. Ben, évidemment, avec la logique qu'on a au départ, c'est compliqué d'aller au-delà de ce qui était le plan, quoi. Et en plus, là-dessus, réseaux sociaux qui attaquent. Donc ça va à une vitesse colossale, et c'est sur les réseaux, avant qu'on ait même la formation, qu'il se passe quelque chose. Et là, grand point d'interrogation et grande inquiétude. Les médias arrivent. Dénouement dans l'affaire de l'Airbus A300, l'Airbus qui avait été détourné samedi à partir aux alentours de 11 h sur l'aéroport d'Alger. Des hommes en armes, un commando, étaient
était monté à bord et je vous propose de regarder les images de l'assaut en ce moment même, enfin les images qui ont été tournées aux alentours de 17h20 lorsque le GIGN a donné l'assaut. L'Airbus avait donc été détourné samedi à 11h30 du matin. Des hommes étaient, et peut-être une femme, étaient montés à bord de l'avion en utilisant vraisemblablement des costumes de piste. Puis l'avion... On voit effectivement ici les ambulances sur la droite par lesquelles sont descendus il y a quelques instants les hommes du GIGN. Il y a eu plusieurs explosions, on en voit encore. Il s'agit, semble-t-il, de grenades donc fumigènes ou aveuglantes qui sont destinées bien sûr à assourdir et à rendre tout à fait impossible pour les preneurs d'otages à l'intérieur la localisation de l'agression. Et donc les hommes du GIGN sont arrivés visiblement par plusieurs endroits en même temps de l'appareil. Aussitôt, les toboggans se sont ouverts de façon à ce que les otages puissent évacuer l'appareil le plus vite possible, puisqu'on craignait bien sûr que les preneurs d'otages ne puissent utiliser des grenades et faire sauter l'appareil, puisque selon certains témoignages d'otages libérés, ils étaient en disposition de grenades, et donc tout s'est visiblement terminé sans trop de casse. Merci Benoît. Voilà ce que l'on pouvait dire en étant le plus complet possible. Nous n'avons donc toujours pas de bilan. Peut-être Christophe Tortora à Marignane, un dernier mot. Une information qu'il faut évidemment vérifier. Une personne qui travaille sur la piste de l'aéroport vient de me voir et de me donner le bilan très lourd. 16 personnes auraient été tuées, plus les 5 preneurs d'otages. C'est une information que je vous donne au conditionnel, bien évidemment, mais une personne qui travaille sur la piste vient de me la donner. 16 personnes tuées, plus les 5 preneurs d'otages, plus le commandant de bord, plus le copilote. C'est évidemment des informations qui ne sont pas confirmées, donc je vous les confirmerai plus tard dans la soirée. Écoutez, si ces informations se confirmaient, ça voudrait dire qu'effectivement, ça expliquerait les 7 ou 8 minutes de fusillade nourrie qui ont été entendues par toutes les personnes qui se trouvaient autour de l'aéroport. Et ça voudrait dire que le premier souci, la première tâche des hommes du GIGN qui ont pénétré dans l'avion et qui étaient donc de localiser les preneurs d'otages et de les tuer, eh bien, cette première tâche n'a pas bien fonctionné. Il y aurait donc, selon ces premières informations qui ne sont pas vérifiées, 16 personnes tuées, ce qui est énorme. Ben, alors tout est faux. Hein. Bon. J'ai beaucoup rencontré la famille du commandant de bord. Ils ne s'en remettront jamais. Leur mari, leur père a été tué. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la réaction d'Air France. La femme du commandant de bord a reçu dans la minute un appel d'Air France. Stop, nous n'avons aucune confirmation de cette information. Restez en ligne. Bon, c'est pas facile après, mais cette réactivité, il y a des gens qui suivent ce qui se passe, etc., etc. Bon, là, c'est des images volées sur TF1 en plus, hein, donc il y a une bonne ambiance entre les deux. Et les images sont prises par quelqu'un qui est très loin et qui dit on a tout balancé sur montage, ça ira. Bon. Donc, comment on fait dans des situations pas là, mais présence d'Air France extraordinaire. Bon, pour la petite histoire, après, la femme du commandant de bord a écrit 2 fois à France 2 pour demander un minimum d'excuses. Elle n'en a jamais reçu. Mais pendant ce temps-là, ceux qui étaient à la tête de France 2 n'arrêtaient pas de faire des conférences pour les industriels, pour leur demander pour leur dire ce qu'il fallait absolument qu'ils fassent pour être gentils avec les médias. Donc c'est énorme, quoi. Et c'était très très dur pour la famille. Un témoignage étonnant maintenant, nous allons l'entendre dans quelques minutes, celui d'une journaliste de la chaîne France 24, mais tout de suite, on va retourner à Toulouse, en direct. Retrouvez notre envoyé spécial Philippe Castel. Il y a peut-être du nouveau. Philippe. Oui, effectivement, une dernière information qui vient de nous parvenir. Et cette fois-ci, je peux vous confirmer cette information. Mohamed Merah s'est rendu il y a quelques minutes aux forces de l'ordre. Il n'y a donc plus personne à l'intérieur de l'appartement au rez-de-chaussée. Un deuxième élément. Tiffany Oswald, vous êtes dans le quartier de la Côte-Pavée. Où en est-on précisément alors qu'il est des négociations de l'avancée de la situation ? Bien écoutez, déjà une information, depuis quelques minutes, toutes les lumières du quartier se sont éteintes. D'abord dans la rue où nous nous trouvons, c'est-à-dire à quelques pas de l'immeuble. Et puis nos collègues qui se trouvent devant cet immeuble viennent de nous informer également que l'éclairage de l'immeuble et devant s'est également éteint à l'instant. Serait-ce le signe d'une intervention imminente du RAID ? Pour l'instant, nous n'en avons pas la confirmation. Nous avons simplement vu des équipes du RAID arriver en renfort un petit peu plus tôt dans la soirée, une trentaine d'hommes cagoulés qui se tiennent prêts à intervenir. Je vous rappelle que Mohamed Merah avait parlé de se rendre en fin de soirée. Ce serait peut-être une issue imminente dans cette affaire.
Tiffany Oswald, on vient vers vous dans quelques toutes petites secondes. Laurent Combalpert, ça veut dire quoi là, cette lumière, cette électricité coupée dans le quartier? Effectivement, on est peut-être sur une procédure de reddition qui a été établie avec le forcené. Le fait d'éteindre les lumières pour garantir une plus grande discrétion dans la reddition qui serait organisée. C'est une première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est peut-être aussi la préparation d'une intervention, puisque des renforts sont arrivés sur place et en l'occurrence, c'est soit l'un soit l'autre. Espérons que ce soit plutôt une issue négociée et que ce soit une reddition qui soit en train de se préparer. Il faut dire que le procureur de la République de Paris a indiqué en fin d'après-midi qu'il pourrait s'agir d'une reddition en fin de soirée, alors que c'était aux alentours de 14 h normalement que c'était pronostiqué. Donc là, vous avez un ancien négociateur du RAID qui est en train de savonner la planche de ses copains sur le mode j'espère que l'autre nous écoute, je peux vous annoncer que l'assaut est imminent, quoi. Enfin, c'est absolument ahurissant de voir la fermeture mentale de quelqu'un qui, il y a 3 mois avant, était au RAID, quoi. Pour quelqu'un qui pilote, là, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai appelé tout de suite le RAID pour savoir s'il parlait sur ordre, parce que là, ça peut se comprendre pour des raisons supérieures. Non, pas du tout, au cours de rien. Donc, on est dans un milieu, mais complètement n'importe quoi. Alors, mettez-vous à la place, si vous avez un événement de ce type dans un hôpital, vous finissez par vous demander, mais attends, mais qui joue à quoi? On ne comprend rien, notre carte a explosé, quoi. Et puis, ça vous connaissez. Monsieur Koulibaly, il y a des otages dans la chambre froide. Oui, je sais, je suis sur BFM, il n'y a pas de problème. Donc, on a évoqué ça, là, mais je voulais le reprendre pour reprendre le bouquet. Et là-dessus, les réseaux sociaux. Alors, je dois dire mon étonnement lorsque je suis allé à une conférence sur les réseaux sociaux à Budapest l'année dernière. 650 personnes dans la salle, tous les grands réseaux internationaux. Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Et là, on va combiner ces outils extraordinaire avec le développement de dynamiques émergentes que l'on a vu opérer notamment dans le cas du 11 septembre, où les ferries à New York, alors que c'était dans aucun plan, d'eux-mêmes se sont mobilisés pour évacuer entre 200 000 et 500 000 personnes qui arrivaient dans le sud de Manhattan. Et en liaison avec ça, les autobus dans le New Jersey se sont mobilisés pour réévacuer les gens là où ils allaient, et avec une inventivité extraordinaire. Les autorités portuaires ont regardé ce qui se passait, ont vu que c'était des pros, que c'était bien fait, ils ont laissé faire. Ils ont aidé quelquefois. Et petit à petit, ça s'est organisé. Donc il y a des dynamiques émergentes. Comment je fais avec ça dans une société complexe où ça va se nouer alors que ce n'était pas dans un plan? Alors ça peut être des choses pénalisantes, mais quand c'est comment j'accompagne quelque chose qui ne serait pas pénalisant, mais je dois avoir quelque part dans la tête, il peut se passer quelque chose qui n'est pas du tout prévu par le plan préfectoral. Comment je fais pour le travailler? Alors Twitter, là je prends l'exemple de l'attaque sur Ben Laden, et au même moment, il y a quelqu'un qui surzone, tweet, tiens, il y a des hélicos américains qui sont en train de passer au-dessus. Donc, eux, ils sont une salle hyper secrète, Maison Blanche, voilà. Et l'autre, pendant ce temps-là, il tweet. Donc, on est dans de l'ouverture vraiment très, très forte. Et avec des idées du genre, c'est un nouveau monde, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une fascination, quoi. Laissez-moi quand même faire le tout. Il faut que je leur explique que je suis dans un immeuble qui va sauter. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Attends, mais sortez d'abord. Ah non, je ne peux pas. Bon. Alors, ça, c'est pour vous donner un peu le cadre. Il faut avoir ça dans la tête, quoi. Bon, parce qu'à chaque fois, on va dire, comme l'autre, attendez, mais revenons à ce qui serait normal. Non, mais on peut aussi être sur quelque chose qui n'est pas du tout normal, quoi. Alors, quels sont les pièges? Le premier, on n'est pas habitué à ça, quoi. Vous avez un téléphone pour avertir que vous n'allez pas bien à 175 km, donc vous n'avez qu'à marcher, ça pourrait... Enfin, vous y arriverez, hein. Bon. Étrange. Vous avez ça. Alors vous allez voir une dame et vous imaginez des organisations qui fonctionnent comme ça. Donc ce jour-là, à Vaison-la-Romaine, au lieu d'avoir un mince filet d'eau, il y a un torrent. Les caravanes passent, heurtent le pont, et la dame à côté a sorti son plan de business continuity et va nettoyer sa margelle qui va être impeccable pendant qu'il se passe autre chose, quoi. Et quelquefois, vous avez envie de dire, mais attendez, mais vous n'êtes pas réveillé là? Ah ben non, il n'y a pas de crise, tout va bien, quoi. Et quand vous avez un regard extérieur, mais ils ne se mobilisent pas, mais ils ne voient pas qu'il se passe quelque chose
Non, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose d'anormal que justement, ils ne le voient pas, que ce serait trop déstabilisant, quoi. Donc, ça va être ça, quoi. Est-ce qu'on fait... Oh, faites une demande en 3 exemplaires, on verra bien. De toute façon, en ce moment, on traite les dossiers de retraite, donc on peut quand même pas regarder qu'il se passe quelque chose. Et puis, ça se termine comme ça, il n'y a personne au bout du fil, quoi. Et les organisations, la première réaction, c'est chacun s'isole. Alors, c'est pas seulement qu'il y a des silos au départ, c'est qu'on fabrique du silo pour se protéger. Et chacun va être dans sa logique à l'intérieur de sa niche. Donc là, il dit, bon, il ne se passe rien. L'autre, il va appeler l'armée, on verra bien. Et puis le dernier va dire, attendez, mais cette crise, elle ne respecte même pas les plans. Donc dès qu'il rentre dans les plans, j'ai agi. Mais vous n'allez quand même pas attendre que je réagisse en dehors des plans. En plus, si jamais j'agis mal, je vais me faire attaquer par le juge, donc je préfère ne rien faire du tout. Donc quand vous avez ça, dites, bon, attendez, là, je crois qu'il va falloir qu'on bosse, ça va être dur. Si vous n'avez pas un plan vachement pensé avant, structuré, pour faire quelque chose, vous êtes foutu. Mais à la DAS, le personnel tourne en effectif réduit. Le communiqué du ministère tombe sur le fax en fin d'après-midi, comme dans toutes les DAS de France. Mais le directeur le reconnaît lui-même, quel que soit le personnel présent, ce fax n'arrive pas au meilleur moment. Non, j'ai pas reçu. Non, on était le 8, c'était un vendredi soir, je tiens à le rappeler quand même. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Votre assistante, elle ne peut pas vous le retrouver pour savoir si vous l'avez reçu, de quoi il parlait Là, je suis un peu démuni. Je ne suis pas DAS, hein, mais je trouve ça bizarre, quoi. Oui, c'est dommage, mais bon. Mais il n'est pas le seul à passer à travers l'événement. Bon, il y a un effet caméra, mais quand même, c'est... Si vous me parlez de quelque chose, enfin ça n'arrive pas souvent les canicules quand même, c'est hors responsabilité intellectuelle et hors responsabilité opérationnelle, quoi. Ne me parlez pas de comète de Halley, quoi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses est un peu courant, quoi. Alors, autre chose qu'on peut avoir comme piège quand on n'est pas trop préparé, que ça part dans tous les sens. À l'intérieur donc, comme à la santé, personne apparemment n'a encore mesuré l'ampleur de la catastrophe. Et le soir du 8 août, tout le monde prend enfin un week-end bien mérité. Mais c'est la presse qui se réveille. 14 morts à la une du Parisien, c'est en quelque sorte le premier bilan officiel. Le lendemain, nouveau scoop. Un haut fonctionnaire reconnaît publiquement que la canicule tue. Et ce n'est pas n'importe qui. Yves Coquin est le numéro 2 de la Direction générale de la santé. Il craint plusieurs centaines de morts. Monsieur Coquin ? Monsieur Coquin ? Nous avons essayé de lui parler au ministère. Je m'excuse. Yves Coquin travaille en étroite relation avec le cabinet de Jean-François Mattei. Lorsque nous l'interrogeons devant son bureau, surprise. Il maintient ses propos, mais à l'évidence, ils n'ont pas plu à tout le monde. Je suis intervenu pour rétablir une certaine vérité et que ça m'a mis dans une situation qui est quand même un peu en porte-à-faux par rapport à mon cabinet et que je ne souhaite pas réintervenir sur ce sujet. Voilà, c'est tout. Mais ça beaucoup. Mon cabinet m'a demandé de m'exprimer et de ne plus mettre de l'huile sur le feu. C'est le cabinet de M. Mattei qui vous a demandé de ne pas vous exprimer? Non, c'est pas la peine de répéter ça, mais effectivement, on nous a demandé de ne pas nous exprimer. Voilà. Donc c'est pas vraiment de la transparence alors? Et monsieur Coquin? La transparence. Non mais, c'est la transparence. Comme vous nous dites, elle n'est jamais totale, la transparence. Bon, ça signe une impréparation assez globale du bazar, parce qu'on ne laisse pas des journalistes se balader comme ça, mais ça traduit le fait qu'il n'y a plus rien d'organisé, quoi. Donc maintenant, le pouvoir est à ramasser, faites ce que vous voulez, passez dans les couloirs, voilà. Bon. 5 colonnes à la une, Le Figaro, ce matin-là, affirme que la canicule tue en France. Pourtant, pendant toute la journée, le cabinet va continuer à minimiser la réalité, y compris le soir même, quand Jean-François Mattei est interrogé en direct sur TF1 depuis sa maison de campagne. Cela aurait pu être l'occasion de faire une déclaration forte, une sorte d'appel à la mobilisation générale, mais au contraire,
Il se contente de donner un numéro vert, il paraît coupé de la réalité. Des mesures ont été prises immédiatement pour comptabiliser les décès qui pouvaient être rapportés à la chaleur. Mais vous savez, il y a souvent une intrication des phénomènes. Ce sont souvent des malades qui ont une maladie chronique, ce sont des gens qui sont fragilisés en fin de vie. Et naturellement, la part des choses est difficile à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. Un petit détail, parce que c'était après des débriefings qui ont eu lieu sur la destruction du réseau électrique québécois. Et un des éléments retenus en com de crise, c'était que le président d'Hydro-Québec, à un moment donné, avait dit à sa directrice de communication, il faut que j'aille me changer parce que je viens du terrain, donc je suis en polo, ça va pas, il faut que je mette 3 pièces, etc. Et sa directrice lui avait dit, mais non, vous êtes très bien en polo. Donc l'idée est venue aux gens qu'en polo, c'est impeccable. Non mais, bon, on est sur des trucs qui sont complètement débiles. Le problème ici, c'était quel est le message? Et là où il est piégé, au moins par 2 éléments, c'est qu'il faisait beaucoup plus frais dans le sud de la France que dans le nord de la France, qui pour un esprit normal est très difficile à comprendre. Et que deuxièmement, il parle probablement sur ordre du directeur de communication, de cabinet de Matignon. Et donc, il est en plus à côté de ses pompes lorsqu'il est obligé de dire des choses qui, etc. Donc, à chaque fois, c'est des couches énormes de complexité. Mais quand un ministre de la Santé arrive à vous dire, nous, notre boulot, c'est de compter les morts, on lui dit, il y a peut-être des places aux pompes funèbres, mais en termes de santé, c'est quand même pas ça la vocation numéro 1, quoi. Bon. On a parlé de ça tout à l'heure. Écoutez bien. Je suis focalisé sur arrêter cette spirale infernale dans laquelle nous sommes, où on voit apparaître cette attitude générale. Hier, par ailleurs, j'ai utilisé le mot mode, qui était la traduction du mot mood en anglais. Je m'excuse d'avoir fait ça. C'est cette attitude générale qui va vers le suicide. L'ensemble des cadres de la maison est affecté par ça. L'ensemble de la maison est affecté. C'est comme quand vous venez de subir un grand choc, vous savez, un deuil, ou vous venez d'avoir un accident. Vous intériorisez une pression interne extraordinaire. Et chaque cadre, chaque salarié de la maison est dans ce cas-là en ce moment. Donc nous allons organiser un certain nombre de rencontres par petite équipe pour que les gens puissent parler, s'exprimer, se lâcher, parce qu'il faut baisser cette pression d'une façon importante. C'est ça qui va permettre à la maison de repartir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la maison a pris un choc. Et vous? Moi, je fais mon métier, mais j'ai aussi pris un petit choc. Bon, alors vous voyez la cata, parce qu'on est en train d'essayer de réparer ce qu'il a dit hier, et puis il recommence. Et dans l'interview un peu plus long, il dit, oui, de toute façon, moi, quand j'étais jeune stagiaire de l'X, dès qu'il y avait un problème humain, moi, j'allais voir mon supérieur, parce que moi, les fer à souder, j'étais impeccable, mais le problème humain, bon. Donc, bon, je vais peut-être passer là-dessus. Ouais, je vais passer là-dessus, parce qu'on en a parlé, et je crois que je vais passer... Bon. En point de vue stratégique, vous allez tomber là-dessus. Bon, je fais quoi? Il n'y a qu'à suivre le plan, il y a qu'à respecter les règles, et on va tomber là-dessus. So, I think we need to understand right away when you get into one of these situations where that happens, basic rules won't apply. Existing procedures and agreements may be inadequate to the task, but the real question is, what is a task? And I don't know if this is a good way to describe it or not. And I wouldn't call it a failure. What we did not understand when the hurricane came ashore was that we were dealing with something that was beyond current institutions and current planning to deal with, and therefore you have to figure out a way to describe the event, to classify the event, and then to decide what the proper federal, state, and local roles are to determine the effects you want to achieve to be successful, and then be able to put resources to achieve those effects and be able to measure that you've achieved them and have criteria by which you know that you've been successful. None of that happened in Katrina. And the reason none of that happened is that in everybody's mind that was dealing with the event, this was just a hurricane. Et c'était pas un cyclone. Comme il l'a dit, c'était une arme de destruction massive sans dimension criminelle. Et ça, on n'avait pas de plan pour ça. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je vais aller directement sur force de réflexion rapide.
en oubliant pas mal de éléments, vous trouvez ça sur le plan, sur le site. Force de réflexion rapide. C'est une démarche que j'ai essayé de mettre au point. Et l'idée, c'est, quand on n'y voit plus rien, comment on peut faire? Et on va essayer d'extraire quelques personnes qui réfléchissent en recul pour essayer d'éviter les pièges du genre, ici, ça allait très bien, on est passé le cap de l'an 2000, mais la France était rasée, enfin, il y avait un problème majeur de tous les réseaux à cause de la tempête 99. Ou bien ici, vous allez appliquer le plan qu'il faut pour ressortir la voiture, et donc ça va bien, sauf que le camion a un problème, on prend un camion, la voiture, ça marche bien, le camion, ça ne marche pas, on continue. Donc est-ce que je peux réfléchir, je vais passer là-dessus, réfléchir, et dans ma pratique, ça a été à côté de la salle opération, où c'est les ingénieurs et autres qui travaillent, à côté de la communication, à côté d'une salle spécifique dirigeants qui doivent bosser ici et pas ici, une forte réflexion rapide, où les gens vont travailler sur 4 questions. De quoi s'agit-il? Quels sont les pièges à éviter? C'est quoi la carte d'acteur aujourd'hui? Et si vous avez une ou 2 idées, c'est maintenant. Donc à la fois du 360 degrés, mais on n'est pas là pour faire une thèse. On est là, si vous avez 2-3 idées maintenant, tout de suite, c'est quoi? Et quand on l'a pratiqué, quand on a travaillé avec une équipe pour le faire, on peut gagner énormément en vitesse et en pertinence pour essayer d'aider le dirigeant qui garde la direction pour lui offrir des palettes d'options. Donc dans ma pratique, c'était 3-7 personnes d'origine d'expériences extrêmement diverses, des gens qui n'ont aucun problème à se confronter à l'inconnu, qui sont entraînés à le faire, qui n'ont aucun problème avec les signaux étranges et qui ont un bon esprit collégial. Et en général, ils sont très modestes parce que quand ils rentrent dans la salle, ils savent que personne n'a la solution. Ça va être compliqué. On va mettre ensemble de l'intelligence collective créatrice sur des situations. Je vais passer ça. Dans les sites gouvernementaux, vous avez les cellules d'anticipation, ça existe. Et ce qu'on a dans la tête, c'est que ce qui va gêner la mise en place du plan. La force de réflexion rapide, c'est ce qui regarde ce qui pourrait mettre complètement par terre toute la réponse. Et donc c'est beaucoup plus profond, quoi. Je vais passer là-dessus. Ça me rappelle à quelqu'un qu'on avait envoyé dans les Grands Lacs. L'UNICEF lui avait dit, surtout faites pas de rapport. Revenez avec une idée si vous en trouvez une. Et le gars, il avait trouvé une bonne idée. C'était avec les problèmes de sida qu'ils avaient dans la République centrafricaine. Il disait l'ONU ne peut rien faire, l'État est hors jeu. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est eux-mêmes, les coiffeurs, qui sont devenus des porte-paroles, des éducateurs, parce qu'ils avaient un salon de coiffure, enfin c'était leur chaise au milieu du carrefour, où ils avaient un temps très long, et en toute confiance, et ils faisaient passer des messages sur le sida. Et ils se sont appelés les coiffeurs citoyens. Et ça marchait beaucoup mieux que n'importe quel leaflet parachuté à 10 000 mètres par un avion qui viendrait de l'ONU, parce que ça ne marchait pas du tout. Trouvez-moi une idée, si vous pouvez, maintenant, tout de suite. Alors, on avait fait quelques initiatives hors cadre. Après un problème majeur sur l'autoroute A8, la boîte de com qui était intervenue pour aider Escota leur avait dit, écoutez, vous allez plaider force majeure. Je dis, oui, d'accord, enfin, ça c'était les années 50, ça ne marchera plus. Et on a proposé de faire une réunion publique en invitant qui voudrait pour venir discuter sur ce qui avait été vécu 3 mois avant en public. Et j'avais passé 9 heures pour essayer de convaincre le président qu'il fallait qu'il parle en 30 secondes et pas en... Bon. Et j'avais réussi. Et la seule chose qu'il avait à dire, c'est « Je crois que ça s'est mal passé. Je suis venu vous écouter. Je m'assois. » Et il a réussi à le faire. Et ça s'est très bien passé. Les gens étaient décontenancés qu'il n'y ait pas un expert qui va leur expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de neige. Si, ça allait très mal. Et on a fait 2 séances. Les gens allaient où ils voulaient. Et ils ont d'abord travaillé sur leur expérience et ensuite sur leurs propositions. FR3 est venu. Ils sont restés 1 heure à filmer. Ils n'avaient jamais vu ça. Des gens bossaient ensemble sur ce qu'ils avaient vécu et ce qui s'était... Le fait d'oser le faire avait transformé complètement. La seule table avec laquelle j'ai eu des problèmes,
de maintien de l'ordre, c'était avec les officiels. Ils ont failli se taper dessus. Donc là, ça allait très très mal parce qu'ils s'adoraient. Et donc là, il fallait faire attention. C'était limite. Mais on m'avait tellement insisté sur le fait que c'était les autres qui allaient poser problème. Bon. Initiative Orcade également, on avait fait avec EDF. Après Québec 98 qui avait rasé tout le système de distribution électrique, le responsable des crises à EDF avait décidé, et on avait imaginé ça, d'aller faire dans les différentes régions françaises et à l'étranger des séminaires d'une demi-journée sur qu'est-ce qu'on ferait si on tombait sur un scénario pour lequel EDF n'a pas les réponses. Et on avait invité, il y avait 20 personnes d'EDF, 20 personnes extérieures, avec associations, préfectures, journalistes, etc. Les gens ne revenaient pas qu'une autorité, une organisation, mette sur le tapis quelque chose qu'ils ne sauraient pas faire. Et c'est ça qui faisait la crédibilité de l'affaire. Quelques mois après, 99, la tempête. Eh bien, ce genre de démarche avait changé, au moins localement, là où on l'avait fait, le type de relation, et ça avait été très apprécié. Les nouvelles exigences, c'est du pilotage, force de réflexion rapide, dynamiser les interactions systémiques, innovation opérationnelle. Alors, sur Sandy, j'ai beaucoup travaillé avec la tête chercheuse de la FEMA à Washington. Ils avaient fait quelque chose, cellule, innovation temps réel, invention temps réel. Parce que c'est tout neuf. Comment on fait? Invention temps réel. Une autre, détection des failles. Et enfin, appui aux initiatives émergentes qui se développaient. C'était assez fantastique. Et c'est à travers ce type de démarche qu'ils ont géré Sandy. Bon, je vais passer là-dessus. Se préparer. Les points clés, c'est ça. Le problème n'est pas de prévoir l'imprévisible, mais de s'entraîner à lui faire face. N'est pas de tout faire avec des plans pour éviter d'être surpris, mais de se préparer à être surpris. Et n'est pas d'avoir réponse à tout, mais d'être capable, ensemble, de construire et d'inventer des réponses alors qu'on ne les avait pas au départ, en étant vraiment très innovant. Et le patron de la FEMA, qui a remonté la FEMA après l'échec total de Katrina, disait on continue à planifier pour ce qu'on sait faire. Il est temps de fracturer nos univers mentaux pour être capable justement d'imagination pour ne pas se faire piéger comme en septembre et être capable de leadership en situation chaotique pour ne pas faire ce qu'on a fait sur Katrina. Et Sandy, ils ont été bien meilleurs. Alors que là, ils ont découvert des choses énormes qui étaient les réseaux sociaux. Ça, jusque-là, ça ne comptait pas. Et puis quelques petites surprises du genre, les voitures avec des batteries électriques, ça n'aime pas du tout l'eau de mer. Donc ça prenait feu au milieu de... Bon, c'était dantesque comme affaire. Alors, en termes de préparation, pour accompagner ceux qui font, l'idée, c'est d'abord d'ouvrir les esprits sur ces mondes un peu complexes. Là, j'étais un peu au pas de charge, mais voir ces univers fluctuants, bougeants, etc. Quand on fait des exercices, sortir de l'exercice déjà complètement planifié, dans lequel on sait déjà ce qu'il faut faire, et le débriefing, ce sera de voir l'écart entre ce qu'on a fait et ce qu'il aurait fallu faire. Quand je fais un exercice, on commence par demander aux gens, mais qu'est-ce qui vous serait utile qu'on fasse? S'il y a un exercice préfectoral, j'adorerais qu'un jour, à la préfecture, on vienne voir un hôpital, on va faire un exercice, qu'est-ce qui vous serait utile qu'on fasse avec vous? Et on va bâtir ensemble l'exercice en question. Et quand je travaille, c'est toujours, on va travailler sur un scénario que vous-même, vous allez construire. Et on va travailler comment, ensemble, on peut avancer, se mettre ensemble pour imaginer des réponses là-dessus. Non pas la bonne réponse, mais comment on bosse ensemble sur une situation extrêmement compliquée. Et quand on fait un retour d'expérience, c'est vraiment aller chercher l'inédit, les pièges qu'il y avait, comment ils s'en sont sortis, quelles bonnes idées ils auraient. Et comme ça, garder en permanence un retour d'expérience vraiment dynamique. Alors que pour le moment, ce que j'ai vu en retour d'expérience, retour Bataclan et autres, c'est chacune des organisations vient montrer à quel point son drapeau flotte haut et claque au vent, quoi. Donc avec ça, on ne va pas bien loin. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment au fond, les grandes surprises aujourd'hui.
Il me reste 5 minutes. Quelques éléments à état d'haleine, je vais reprendre ça. On voit les sous-titres dans le fond ou pas? Ouais. I think you're never going to be able to predict the event. That's correct. So what you have to do, you have to create the conditions that optimize your chances for success when the event occurs. And that's to create the capabilities and capacities in the individuals that allow them to assess the situation and go through that process that I just explained, being able to quantify and categorize the event, and then come up with an approach on how you want to deal with it. So it goes more to what are the fundamental skills and traits that individuals must possess to be able to do that when it happens, so they can be effective in an event that they've never seen before. That's good. You have to focus on those skills and capabilities. You can do exercises, but it really has to do with critical thinking, your ability to analyze situations, your ability to take a broad view of things, and try and almost lift yourself up and look down at the earth and say, all right, if I was just detached looking down, what would this look like if I wasn't in the middle of it? And kind of understand what it is you're really seeing. These are very hard skills and traits to come by. Of course. I can give you, there are a group of people in Harvard that are working on a concept they call meta-leadership. You know, like metadata. Meta-leadership, in general, is the ability to lead in large, complex incidents across stovepiped organizations at different layers of government, to be effective with political leaders that don't have subject matter expertise about the event that you're dealing with. And then how do you manage all of that? And what are the situations? Et peut-être un tout petit peu de vitamine, puisqu'on rentre dans des choses un peu complexes, avec Laurence de la Ferrière, parce que ça nous changera un peu. Ça, c'est pas des crises, c'est quelqu'un qui va volontairement dans l'extrême. Elle a traversé l'Antarctique à pied, et pour lui demander, bon, vous en ressortez quoi et qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça? L'ensemble est sur le site, mais un tout petit extrait. Nos sociétés sont confrontées aujourd'hui à des phénomènes extrêmes, impensables il y a 10 ans, en termes d'effets dominos généralisés, d'effets de surprise, comme on a eu la pneumonie atypique récemment. Et on a ces gens qui, en gros, ont acheté une croisière sur le Club Med, et puis on leur dit, ben non, c'est pas les Bahamas, finalement c'est l'Antarctique. Ils sont là, ils ont des sandales, et puis donc ils se disent, bon, il faut qu'on s'équipe autrement, il faut qu'on pense... Vous auriez quoi à leur dire, alors que on voit bien que ça va changer, les turbulences sévères vont arriver, ils sont là, il faut quitter un univers un peu cocon, on leur avait dit ça va être très très bien, 2 mois de vacances, il va faire chaud, puis on se retrouve avec autre chose. Qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de leur dire? C'est une question un petit peu difficile, parce que si je suis très pratique, je dirais que les gens qui partent sur une croisière aux Bahamas et qui se retrouvent en Antarctique, ça va leur faire drôle. Et ben c'est de sortir de leur cocon, c'est de sortir et de se dire, et de se faire confiance, de se dire, ben je vais trouver au fond de moi, voilà, je me retrouve dans une situation qui est surprenante, qui va être extrême, et ben je vais puiser au fond de moi, donc voilà, je sors mes a priori, je sors de tout ce que je crois savoir, je sors de ce que j'ai appris, je sors de mon petit plaisir, je sors de mon petit confort, et je vais essayer de m'adapter à une situation auquel je ne m'attendais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et avec les autres qui, tout d'un coup, deviennent... Différents? Oui. Parce que c'est vrai que les gens vont se montrer différents, tout à fait. Donc avoir cette ouverture d'esprit, d'essayer de ne pas se donner une image trop rigide des autres pour découvrir. Mais c'est fascinant, ça. C'est extraordinaire. Ça, pour moi, c'est l'histoire de la vie. Et comment bâtir des équipes dans cette nouvelle situation, rapidement, refonder de la confiance? Bah après, il y a une histoire de survie et de se dire, bah voilà, maintenant, je suis plus tout seul à vouloir me dorer sur la plage. Maintenant, il faut survivre dans une situation qui nous surprend. Et donc, je pense qu'il faut aussi beaucoup de générosité et beaucoup d'attention vis-à-vis des autres. Il faut aller vers l'autre. Ça, c'est important.
t'amènerai là-dessus. C'est une nièce qui travaille dans la Silicon Valley. Elle a reçu une vidéo de son vice-président il y a quelque temps et qui disait à ses cadres, désormais, votre champ de responsabilité, c'est l'inconnu. Au moins, c'est clair. Et je reprends ce magnifique bouquin sur la grippe espagnole et ils disent que les scientifiques américains, certains qui étaient très avancés, ont compris à la fin du 19e siècle qu'on n'était pas du tout armés pour ce qui allait débarquer en termes de maladies. Et j'aime bien cette phrase, ils créèrent un système capable de produire des personnalités qui seraient capables de penser de façon nouvelle. Ils ont demandé à toutes les grandes universités de les héberger, elles ont toutes refusé, ils ont créé Baltimore. Donc, se projeter pour essayer de construire quelque chose qui sera capable de faire face à des situations qui ne rentrent pas dans les cases habituelles. Voilà, je suis allé un peu à la hache. Sur le site, vous retrouvez plein de vidéos, mais on peut en parler